Des centaines d'heures. La dernière fois, j'ai été arrêté le 2, la dernière fois, c'était le 2 juin 1944, quelques jours avant le débarquement. Je me trouvais... J'avais été arrêté parce que j'avais été à... Je me souviens bien, j'avais été à Moron, dans un dépôt de farine qui appartenait aux Allemands pour leur transporter de la farine à Pleurmel. Il y avait donc eu un bon de réquisition de la mairie de Pleurmel, qui était un faux, bien sûr, qui avait été fait par les résistants qui étaient à la mairie. Et avec ça, j'étais embarqué à Moron. Je vais à Moron, c'est-à-dire le matin, là, le matin, j'avais été à Guillier, chez le maire de Guillier, Jarnigon. Pour, on avait, M. Jarnigon faisait don avec les cultivateurs de la région de Guillier d'un camion de pommes de terre pour la résistance. Donc, chauffeur de la résistance, me voilà employé à aller chercher ce patate. Je vais chercher les pommes de terre, très bien. Je fais un chargement. En plus, le maire de Moron, de Guillier, M. Jarnigon, me donne un tonnet d'eau de vie, 60 litres, qui nous a servi le jour de la bataille, surtout pour les malades, pour les endormir un peu, parce qu'ils souffraient, les soigner. Et puis l'après-midi, on change de camion, je ne décharge pas le camion, je le laisse chez M. Mounier, qui était transporteur à Pleurmel, qui était dans la résistance également, et qui était mon capitaine en plus. Et il me dit, cet après-midi, tu ne décharges pas le camion, tu le laisses charger au dépôt, et cet après-midi, tu prends tel camion, et tu pars à Moron chercher cette farine. Très bien, je fais mon plein de charbon de bois. Pour aller, je vais très bien. Quand j'arrive à la Moron, je m'arrange pour obtenir quelques sacs de plus avec les gardes qui étaient là, avec difficulté, mais j'ai eu quand même gain de cause. Ils m'ont donné quelques sacs parce que par peur. Et en revenant, je fais mon plein de bois pour revenir à Saint-Marcel, parce que cela, je l'ai ramené à Saint-Marcel. Et en cours de route, en revenant, j'ai resté en panne, presque aussitôt, en sortie de Moron, le charbon de bois que j'avais pour alimenter le moteur était humide. Puis il n'y avait pas d'autre chose, il n'y avait pas d'autre choix. J'avais pris ça, si bien que j'étais toujours en panne. J'étais obligé d'épurer, nettoyer les filtres. Puis arrivé, puis il était tard le soir déjà, j'ai bien mis 3 heures sur la route à me dépanner. J'arrive à la limite de Pleurmel-Loyat, en haut d'une côte, voilà qu'il commence à me laisser en panne. Alors je me laisse descendre la côte et j'essaie de redémarrer. Je n'ai jamais été capable de le remettre en route. J'ai démonté, j'ai essayé, j'ai vidé ma batterie
Ouais, impossible, quoi. Oh, mais j'ai dit, je ne peux pas laisser mon camion comme ça parce que j'ai la farine. C'était pas encore les sacs qui appartenaient aux Allemands qui me chagrinaient. C'est ceux que j'avais eu en plus. Si les Allemands contrôlent ça, ils vont se dire qu'est-ce que c'est que cette mafia là, hein, c'est sûr. Alors, je connaissais un capitaine de la résistance à Loya, qui était pas loin d'un village auprès du château, comment ça s'appelait, je ne me rappelle plus moi. Enfin bref, je vais chez lui, c'est le jour du mariage d'un de ses frères. Alors je vais où il était, où était la noce, il était vers 6 heures le soir, quoi. Il y avait un accordéon qui n'était pas trop mauvais joueur, qui entraînait tout le monde à la danse. Et puis je vois donc le capitaine là, puis je lui dis voilà, j'ai besoin de vos services, qu'est-ce qui se passe, Marcel? Parce que j'étais comme le loup blanc dans toute la région, moi. Chez les uns, chez les autres, partout. Pour le ravitaillement et tout, c'est toi qui m'occupais de ça. Alors je lui explique. Ah, il dit, je veux bien les emmener, mais qu'il dit à la nuit tombée, parce que dans la journée, c'est pas possible, hein. Puis tout va bien, le mariage. À la nuit tombée, oui. Tu restes avec nous si tu veux, puis à la nuit tombée, ben non, je vais garder mon camion là-bas, et vous me rejoignez là-bas. C'est ce qu'il fait, quoi. Mais quand il a vu les sacs, ils étaient estampillés, les sacs de chaque côté, d'une grande croix gammée qui faisait au moins 30 cm de diamètre. Il dit, je ne peux pas emmener ça chez moi. S'il tombe là-dessus, mais je vais au poteau tout de suite. Ben, je dis oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais le mieux, ça serait de les porter dans les champs de grains à droite et à gauche, sans laisser trop de traces. Et puis, je m'en occuperai, moi, d'ici quelques jours, à les faire passer pour aller au maquis de Saint-Marcel, leur destination. D'accord? Bon, ben, oui, mais quand la mission a été terminée, c'était l'été, il fait jour tard, si bien qu'il était minuit, 1h quand j'arrive à Pleurmel, pour je rentrais chez moi, quoi. Il n'y avait pas d'autres moyens de transport, pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Pied, quoi. Quand j'arrive en haut de la ville de Pleurmel, je vais passer par tel et tel chemin pour arriver chez moi, je suis tranquille. Comme j'entendais, j'avais demandé à un copain qui était sur la route, qui était fermier, son vélo, pour pouvoir aller plus vite, quoi. Et j'entendais mieux ce qui se passait, parce que les boss, quand ils étaient en patrouille, ils tapaient du talon, hein. On les entendait de loin. C'était un bien pour nous. Mais là, je n'entendais pas. Bon, je prends le chemin le long du cimetière de Pleurmel. Hop! Quand je prends le chemin, je fais à peu près 20 mètres dans le chemin. Deux patrouilles allemandes de chaque côté du fossé me sautent dessus. Me voilà embarqué. Voilà. Alors, une bonne partie de la nuit, ils m'ont entendu. Je leur racontais pas trop. Je leur disais que c'était de la faute du camion, il était en panne, et patati, puis que j'avais peur pour la marchandise. Sachant qu'elle était déjà plus là, et il aurait été bon de faire vite pour aller la récupérer. Ah oui, oui, on va faire le nécessaire. Alors, on va chercher cette... Bon, alors... Ils prennent des camions, à l'amener, ils étaient à l'amener, une trentaine de soldats, et puis moi, deux officiers de la gendarmerie avec les colliers, ils me prennent dans leur véhicule, puis j'ouvre le chemin, je les conduisais en direction de mon camion. Puis je leur dis avant d'arriver au camion, avant d'arriver un bon kilomètre avant, pour le kilomètre 500,
J'ai dit, je n'ai pas de conseil à vous donner, messieurs, mais ça serait moi, je laisserais les camions ici, j'irai à pied, tout doucement le long des fossés, parce que si les terroristes sont là-bas, je dis, on les prend. Parce qu'ils n'ont peut-être pas enlevé encore la farine. Ah ben oui, ah, vous avez raison, c'est ce qu'ils font. Ils arrêtent le camion dans une cour de ferme, là, et puis on part à pied le long de la route. On fait à peu près 300 mètres. Tout d'un coup, il y a un avion anglais qui passe au ras des arbres, comme ça, et qui balançait des tracts. Ça représentait l'armée américaine, quoi. Le matériel, les hommes comme ils étaient habillés, tout ça. Ils nous expliquaient de manière qu'on les reconnaisse quand ils arrivent. Moi aussi, j'en prends une dans ma poche. Et on ramassait des petites poignées. Et puis, à un moment donné, quand il y a eu les mains pleines, je me couche dans le fossé. Je les regarde, ils étaient derrière moi, je les regarde, eux aussi étaient couchés. Alors elle me dit, monsieur, vous entendez quelque chose? J'ai dit oui. M'a entendu du bruit, là. Oh non, dit l'autre. Oh non. Dit si, il y a eu du bruit là. Oh non. Alors l'autre il dit, ah, peut-être un animal. Ah, c'est possible. Ah, possible. Ah bon. On se relève et on repart. Mais en ce moment-là, comme ils s'étaient allongés, ils avaient ouvert les mains. Donc les tracts qu'ils avaient en pleine poignée, les voilà repartis au vent. J'avais donc gagné mon truc. Bon, on arrive au camion, la première des choses, avant d'arriver au camion, dans la nuit comme ça, parce que de chaque côté de la route, à l'extérieur des talus, dans les champs, il y avait une quinzaine d'Allemands de chaque côté, ils étaient partagés en deux. Et eux marchaient, ils n'avaient pas ramassé de trac. Si bien qu'ils étaient arrivés au camion, qui était en le bas de la côte, les premiers. Quand j'arrive au camion, quand on a à peine la visibilité du camion, on voyait bouger là-bas, je voyais bouger le camion. Je dis à l'officier, regardez là-bas, terroriste. Oh, ça répondait en allemand. Oh, m'a tiré, camarade. Oh, on va vite. Alors il demande d'arriver là-bas, pas de mort, pas de blessés, sans doute. Non. Pendant ça là, je remonte dans le camion, et puis comme j'avais fini dans le camion pour nettoyer, parce que la farine laisse des empreintes, de peur qu'ils voient des empreintes, je vais dans le camion, puis je dis, regardez, ils ont tout vidé partout. Il n'y a plus rien. Oh là 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 là, catastrophe. Alors, il regarde le camion. J'avais fait des fausses pistes dans le foin, qui était un champ de foin qui avait à côté, et qui longeait un bois de sapin. Il a fait des fausses pistes, aller-retour comme ça. Ils avaient vu les pistes là. Oh, par là, ils ont passé par là. Alors, ils ont suivi les pistes assez longtemps. J'en ai fait pas mal. Avec les autres, les camarades là. Et puis, on avait mis un tas de crottins au pied du camion. De manière que ça. Tu vois que ça peut être parti avec une charrette. On ne cherche pas auprès. Auprès, la farine. Alors, oh, le cheval arrêt là, tout est en tas là. Arrêt. Donc, chargé par une charrette. Et juste là, ils m'ont cru. Le lendemain matin, ils vont sur les lieux, puis ils arrêtent un type. Sur la route de Moron, soi-disant. Moi, je ne l'ai pas vu, je l'ai vu, mais je ne le connaissais pas.
Alors, avec un revolver sur lui. Alors, ils l'ont tabassé, ils ont dit, vous avez pris la farine? Non, il disait l'autre, non, je ne comprends pas. Mais ils l'ont battu, torturé. Puis, le lendemain, moi, je ne m'avais pas encore torturé jusque-là, je m'avais battu, mais sans me torturer. Ah, oui, mais... Voilà qu'on a été mis face à face. On ne se connaissait pas, et c'est vrai. Alors, on ne se connaît pas. Ah, pourtant, pour eux aussi. Je disais toujours la même chose. Alors, c'est l'interprète qui m'a éveillé. L'interprète, il revient le soir, le lendemain soir, il me dit, vous ne parlez pas, vous ne vendez rien, vous ne dites rien, on vous demande des noms, vous ne les connaissez pas. Vous savez, on ne va pas vous garder ici, on va vous emmener à Vannes et je ne donne pas cher de vous. Parce qu'ils sont persuadés que c'est vous. Grosse erreur. J'ai écouté, je ne vais quand même pas mentir pour faire plaisir aux Allemands. Je ne peux pas mentir, la vérité c'est celle-là. Le dimanche arrive, ça c'est le samedi. Alors il dit, lundi vous partez à Vannes. Ils font un innocent de plus, je dis comme ça. Et le dimanche, alors je n'avais pas dormi de la nuit quand même, je travaillais. Et puis, dans la nuit, je réfléchis, j'ai dit, il faut que tu t'évades. Il faut que tu t'évades. Alors, il y a plusieurs façons. J'ai étudié mon affaire. Hein. Je dis, je vais demander d'aller aux toilettes. C'est au rez-de-chaussée des toilettes. Au rez-de-chaussée, il y a une fenêtre dans les water qui donne sur la rue. Je ferme la porte de l'intérieur des chiottes et je sors par la fenêtre et fous le camp. Si j'arrive pas, qui t'emmène à Vannes, eh ben, sur la route, il y a les virages de la chapelle Carreau, en dessous Serran, et avant d'arriver à Elvin, il y a des grands virages sur la route. Je saute sur le chauffeur, on va au fossé, ils sont plus ou moins blessés, moi j'ai rien, je me sauve. On verra bien, mourir pour mourir. C'est ce que j'envisage. Et puis, on commence par avoir étudié tout ça. Je commence par aller au water. Et puis là, on verra la suite. Bon, alors je mets cela à midi. Je dis, demain c'est dimanche. Ils sont tous à bouffer au boulevard Foch à Fleurmel. Là, le restaurant est à eux, là. Il n'y a qu'un garde ou deux, oh, ça ne me fait pas peur. Je dis, c'est à cette heure-là, midi un quart. Ils sont tous à table. Il y a juste ces deux gardes-là, ça va. Oui, mais à midi un quart, ils s'engueulaient comme des fous là, dans la prison, dans la gendarmerie. Oh, c'est pas le moment que tu demandes quelque chose, parce que là, tu es sûr d'être refusé. Alors j'attends un peu. Puis 1h moins un quart sonne, parce que tous les quarts d'heure j'entendais c'était l'église qui me renseignait, j'avais plus ma montre, je n'avais plus rien du tout. Hein. Alors, à midi moins le quart sonne, j'ai dit c'est le moment. Alors je frappe à la porte, oh, j'ai bien tapé pendant 5 minutes, puis de plus en plus fort, je tapais dans la porte, vous allez vous réveiller ou alors ça va. Tout d'un coup, il y a un qui vient, il gueule. Et puis, qu'est-ce que je voulais? Des toilettes? Ah, oui, ben, je ne sais pas ce qu'il disait, mais enfin, pas heureux. Enfin, il ouvre la porte. Et puis, il me fait marcher devant lui. Alors, il marchait. Comme ça. Et je voyais les marches de l'escalier. L'escalier était fait comme ça. En fer à cheval. La sortie de la route était là.
En haut, je prends l'escalier, je tourne. Quand j'arrive sur la plateforme à 1000 escaliers environ, je vois la porte ouverte sur la rue. La gendarmerie. Oh là là, je me tourne sur le bouche comme ça, je l'attrape par derrière le cou, je lui fais piquer la tête la première aux escaliers. Je culbute comme ça et je saute par-dessus et j'attrape la porte sous le corps. J'arrive à Saint-Marcel. J'avais couché, j'étais fatigué parce que j'avais couché à Blon, à l'écluse de Blon. Chez les Périchots qui tenaient ça à l'époque. Et ils m'avaient donné à manger, là, tout ça. J'leur avais expliqué ce qui s'était passé. Il y a des fils de Périchots qui étaient dans la résistance. Ils étaient tous plus ou moins, mais dans la résistance, bien comme il faut, il y en avait un, le plus jeune. Alors, il me dit, tu vas venir chez moi, j'habite de l'autre côté du canal, on va traverser le canal, je t'emmène là, je viendrai le soir, je t'apporte à manger pour la journée, et la nuit, on sortira un peu, puis tu ramasseras toute la journée. Bon, donc ça, c'était le 4, je crois, le 4 juin, 2 jours après, le dimanche. Et parce que lundi, très bien, je crois que c'est le mardi qu'ils ont débarqué, je ne me rappelle plus, je crois que c'est le mardi 6 juin. Le mardi 6 juin, j'entends le canon, boum, 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 de Guillac. Guillac Kili, quoi. Mais je n'avais pas vu mes copains, oh, ils se font des manœuvres à Couette-Quidan. Et ça, c'est le canon, j'entends Couette-Quidan. Et puis, le copain s'amène, il est 11 h environ. Il me dit, ben Marcel, je t'apprends une bonne nouvelle. Ah, les Américains ont débarqué. Je dis, c'est pas vrai. Si, ils ont débarqué. En Normandie. Et le canon que j'entends, eh bien, c'est de Normandie, c'est le bruit du canon de Normandie que t'entends. Oh, ben, je dis, oh. Eh bien, c'était impensable de si loin entendre ces bruits-là. Ah, ben, je dis, me v'là tranquille, me v'là sauvé. Et puis, il revient, il est 4 h, il me dit, les FFI ont pris pas mal de coins, des routes, les carrefours, tout ça dans la région, et tout le monde se dirige sur Saint-Marcel. Eh bien, j'ai dit, je fous le camp moi aussi tout de suite. Je pars à Mabé, et puis je prends le long du canal jusqu'à ici, auprès du Roc Saint-André. La ligne de Saint-Pierre et je passe après le long du canal du Roc Saint-André à Saint-Marcel. Arrivé à Saint-Marcel, c'était le soir, j'ai couché dans une ferme où était Moïse Bouvard, là, Sainte-Geneviève, dans un grenier, là, où étaient 6 ou 7 FFI là, que je ne connaissais pas. J'étais couché, donc avec eux. Le fermier nous avait donné une soupe. Et le lendemain matin, j'ai rejoint le PC. Et c'était le 7 juin, le 8 juin, que j'avais été rejoindre le PC. Le 7, j'étais rendu au maquis le soir, mais j'avais passé la nuit là. Et après, j'ai couché quelques jours dans les bois, puis j'ai couché après dans l'assaut à cochon qui est resté, l'assaut à cochon qui est resté à la ferme, qui n'a pas été démoli. J'ai couché là-dedans, avec le capitaine dessus, qui a été tué lui en est dessus. Et voilà.
Et après, le soir de Saint-Marcel, ça a été la pour moi, c'est bien un lieu, je ne peux plus rentrer chez Plermel, puisque les Boches me connaissaient comme le loup blanc. Hein. J'allais chez eux comme chez moi, je transportais, je perquisitionnais les camions de l'entreprise perquisitionnés pour avoir des osveches pour circuler. J'en profitais pour prendre le volant et puis aller leur faire les transports. Comme ça, je visitais les lieux et je voyais le matériel, je voyais tout. Et je renseignais ça, le capitaine Guillaume, gendarme à Plermel. Et comment Victor Oliveau, qui a envoyé ça en Angleterre, les renseignements que je donnais. Et voilà. Et puis après, je suis presse à Marcel, alors là, on ne sait plus où aller, pas d'argent en poche, pas de papier, rien du tout. Recherché, mais ils n'ont jamais retrouvé l'oiseau. Hein. Voilà. Et après, j'étais dans une ferme, quelques jours. J'ai attrapé, au début, je ne mangeais rien, je ne savais pas où aller. Même chez les gens qu'on connaissait, on n'osait pas aller parce qu'on ne sait pas ce qu'ils pensaient. Alors, valait mieux être au loin qu'être au près. Et là, j'étais à Saint-Roch-Trois-Fontaines. J'étais revenu de Calac à la première nuit, le lendemain du 18 juin, le 19 juin. J'étais parti de Calac vers 9 h le matin. Et avec un chargement d'armes sur le dos, moi et deux copains, un nommé Duchesne et Le Paven, je m'en souviens bien de leur nom. Hein. Toute la journée sous une pluie battante, on aurait traversé le canal, on n'aurait pas été plus mouillé. Sale, boueux, méconnaissable qu'on était. On avait couché à Elian, au bureau de tabac. Pas au bureau de tabac. Je connaissais celui qui tenait le bureau de tabac à Elian. J'avais été à sa fenêtre de chambre, je balançais des pierres, quitte à lui casser un carreau. Mais il avait bien entendu, alors il l'a levé, il me dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Je dis « J'ai besoin de tes services. » J'arrive. Descend. Quand il voit la tenue qu'on avait, les armes à la main, il a cru que c'était pour lui. « Ok, qu'est-ce que vous me voulez ?» Je dis « Rien du tout. » Il dit « Voilà ce qui se passe. » Bon, eh bien, je vais commencer à vous donner, si vous voulez vous changer, j'ai des chemises ou deux, là. Vous pouvez les essayer. Ça, il nous avait les chemises, tricot de corps, tout, il a changé. Vous avez fait une omelette, une soupe à l'oignon, une omelette après. Et puis, il avait des moutons dans un champ à peu près 200-300 mètres de l'église. Tranquille, il y avait du foin, il y avait tout ce qu'il fallait. Il nous avait amenés là-bas, que vous pouvez dormir là. Demain, je vous apporterai le café le matin. Et à manger, il nous avait dit, c'est ce qu'il fait. On avait mis nos affaires à sécher, au temps civil. Hein. On avait abandonné les effets militaires qu'on avait. Il y avait au TEC 2 à avoir des effets militaires. Et puis, de là, le lendemain matin, j'ai dit aux deux autres, parce qu'il y en a un qui était capitaine Le Pavel, et l'autre était sergent-chef. J'ai dit là, direction Plermel, vous êtes de là, des liens, je vous abandonne. Dans la route, faites attention à vous, moi je vais de mon côté. Et je m'en vais de mon côté, et je retrouve un copain
un copain de Topon, un nommé Aidan, Gabi Aidan. Il était chauffeur, il était à la même compagnie que moi. Lui, il ne pouvait plus rentrer chez lui non plus, alors il dit, bon ben, on va faire notre vie ensemble, Marcel, ben, si tu veux. On marchait là, tranquillement à travers un bois, là, entre Topon et Saint-Maurice-Trois-Fontaines. On tombe sur... il y a un type, tout d'un coup, sommation. Alors je donne le mot de passe. Ah bon, très bien. Alors, il dit où vous allez? Ben, je dis, on ne sait pas. Et où vous êtes, vous? On est... La compagnie est dans le bas, moi je suis de garde, je suis ici, là, on a une ceinture de garde, et les gars sont en bas. Vous êtes nombreux, oh oui, on est une soixantaine, c'est bon, je vais rester avec vous. Mais, alors, bon. Et puis, il me dit, vous connaissez le pont qui sépare le pont d'ici? Alors je dis oui, très bien. Hein. Ben, vous allez prendre fonction dessus, vous allez tous les deux, si vous voulez. S'il n'y a rien, vous nous dites, et on passe par là pour aller sur la Trinité-Porwet. Bon, je vais, je suis les deux, voilà, rien à signaler. Et tu remontes leur dire que le passage est libre, à Gabi. Bon. Et puis moi je reste là, je ne le sens pas. Tout d'un coup j'entends un bruit de charrette. J'avais de bonnes oreilles en ce moment-là. J'entends un bruit de charrette au loin. J'ai pas vu que ce n'était pas des boches. Il y avait une petite fille qui faisait du vélo sur le bord de la route là. Elle avait quel âge? 7 ans quoi. Et tu veux pas aller voir lui sur la route qui arrive de Topon, là, de Loyal, là. Qui c'est qu'il y a dans les charrettes, là? Si c'est des Allemands ou que des Français? Ah oui, monsieur, mais tu ne vas pas jusqu'à eux. Si tu vois que c'est des Allemands, tu reviens aussitôt. D'où que tu es, ne te laisse pas aller trop loin. D'accord. Elle vient, elle me dit, c'est des Français avec des Allemands. Ils ont plein de matériel, ils ont beaucoup de charrettes. Oh ben ça y est, c'est des convois Bosch quoi. Alors j'ai dit, tu sais où quelle est l'école là-haut? Oui, c'est mon école. Ah ben tu vas trouver des soldats là-bas, des résistants comme moi. Tu vas leur dire qu'il ne faut pas venir, que tu m'as vu, qu'il ne faut pas venir parce que les Allemands arrivent. Ils sont nombreux. Bon, elle fait la machine. La partie, si bien qu'ils ont passé par plus haut. Et moi, je suis resté là, en attendant. Quand j'ai vu les Allemands arriver, il y avait un roncier, où il y avait l'ancienne garde du départemental, du Tlaco, là. Je me bourre dans le roncier, ils ne vont pas venir fouiller là-dedans. Et puis là, ils sont venus, ils ont donné à boire aux chevaux. Il y a les uns qui sont venus pisser pas très loin de moi. J'aurais bien torché ça, mais c'est pas la peine, je vais me faire baiser après. J'avais ce qu'il fallait quand même pour me défendre, mais je n'aurais pas tenu, une soixantaine. Alors, bon, ça reparti, et puis j'ai attendu encore, mais mon camarade n'est plus revenu. Oh merde. Oh ben je vais à la direction de la Trinité. L'ancienne voie ferrée, là, qui est devenue un chemin départemental, quoi. J'ai fait 400 km. Oh puis j'étais fatigué. Je vais couper un peu de fougère, je vais faire mon lit, couper de la fougère, bon tas, pied d'un arbre. Très bien. Quand il a fait bien noir, maintenant il fait nuit, je me couche, et puis
peut-être une demi-heure après, même pas, je n'étais pas encore endormi. J'entendais pas tout le chemin. Ah. Puis ça peut être, on va voir. Je me lève, je me mets le nom du tronc d'arbre. Ça va être comme ça. À mesure que je pensais qu'il arrivait, je tournais la mitraillette. Tu vois, puis le moment qu'il passe comme plus près de moi, un peu comme chez vous, il dit halte là. Oh bon là, j'ai fait. C'est toi Marcel qui dit, je t'ai reconnu à la voix. Je dis oui. Il m'a dit, tu viens me chercher? Oui. Je dis, où ils sont les copains? Oh, ils sont partis. Ils sont partis sur la forêt de la Lanouée. Ah, bon. Bon, alors t'es tout seul, oui. On va reprendre notre route tous les deux. Et on a pris on a encore fait 2 bons kilomètres toujours, puis peut-être 3. Dans la nuit, on a traversé la route qui a de Billiers à Josselin. Il y avait un champ de foin qui n'était pas coupé, qui était haut. Et on va se coucher dans le milieu du champ de foin, là. Si on va venir, on a la rivière, on se fout à la rivière, puis on se fout sous l'eau, on se cache. On verra bien. Où on se bat, on verra. Et puis, on se rendort. Puis le matin, il faisait jour, puis jour le matin, il y a un paysan qui s'amène, propriétaire du foin, avec son cheval et sa machine à couper le foin, là. Qu'elle faisait la machine. Oh non, ça me réveille. Je l'ai vu arriver ici maintenant, les cheveux. Puis non, on voit que c'était le paysan avec sa jument qui coupait son foin. Mais heureusement qu'on s'était mis dans le milieu, il nous aurait coupé les jambes. Alors, je demande, vous n'avez pas un casse-croûte de trop? Parfois, je disais, on a faim, c'est vrai, on avait faim. On mangeait que des pommes vertes et du blé. Alors, on a cassé la croûte. Il me dit, voyez mon paletot là-bas, la musette, il y a 1 litre de cidre dedans, il y a tout ce qu'il faut. Et bien, ça nous a permis de tenir le coup. Puis on est resté, il nous a gardés à la ferme. C'était bien. Et puis là, je suis tombé malade, l'hémorragie. Là, il fallait, je ne pouvais pas me faire hospitaliser parce que les hôpitaux étaient aux mains des Allemands. Il y avait un chef allemand qui gardait les hôpitaux. Toutes blessés qui arrivaient, ils étaient visités par les Allemandes. Si bien que je suis parti à Saint-Malgrand de Topon, là, d'Élian, de Saint-Malo-de-Trois-Fontaines, à Saint-Malgrand à pied, à travers champs. Toute la journée, j'ai marché, perdant mon sang. Si bien arrivé à Saint-Malgrand, il y avait un mur de 2 mètres qui entourait la propriété dans laquelle j'allais. J'ai des cousins. J'ai sauté le mur, je suis tombé dans le jardin. Et puis, ils m'ont trouvé là, dans le coma. C'est un vieux docteur de sa main qui m'a soigné, qui connaissait bien. Et j'ai été soigné à Pleurmel après. Il a fallu que je rentre à Pleurmel. Je suis revenu dans une charrette. Chaque secousse, oh là là. Ça me travaillait. Contrôlé par les Allemands à Saint-Brieuc-de-Moron, en revenant. Les Allemands, quand ils ont vu mon état, ils ont dit « Madame, qui dit à ma mère, partez vite, Lazarette, grand malade. » S'ils savaient pourquoi j'étais malade, ils n'auraient pas. Et j'étais soigné comme ça, à Villebonne, en Topon. Et voilà. Et après, j'ai continué la guerre. J'ai fait
je me suis retrouvé au front dans les Vosges au mois de novembre. C'est pas facile là non plus. Jusqu'en mois d'avril 45, un mois avant la libération, je suis revenu à Rennes, où j'ai pris j'ai continué, mais j'étais dans le service de la gendarmerie. Alors c'est là que je trouvais pas mal de matériel à l'époque. Et voilà. Jamais j'aurais cru arriver à mon âge. Et me voici. Rendu. Presque à domicile maintenant. Et oui. Enfin. Mais je ne regrette pas ce que j'ai fait, parce qu'on ne serait pas libéré, hein. On serait mort quand même. Parce qu'ils arrêtaient pour un oui, pour un non, hein. Les bourses nazis, que moi j'appelais les Boches. Et puis, et bien des fois comme ça, j'étais arrêté 4-5 fois évadé. C'est que c'était l'Est, à ce moment-là. Qui ne faisait pas peur.